Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Un large volet santé sera développé dans cette édition. En voici les titres. Nous commençons ce journal avec la visite officielle du souverain sur le campus de l'antenne régionale de Sciences Po à Menton. Nous nous rendrons dans les jardins d'Apolline où Phyteds a organisé une grande opération de dépistage rapide et anonyme. Nous parlerons d'une autre opération, cette fois-ci au lycée Albert Ier, avec des ateliers qui étaient proposés aux élèves. Nous découvrirons le nouveau chef invité par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et nous terminerons avec du football, direction La Turbie où était organisée la conférence de presse d'avant-match. Le prince Albert II s'est rendu à Menton sur le campus de l'antenne régionale de Sciences Po. Le souverain a pu ainsi découvrir les outils pédagogiques et les installations dont bénéficient les étudiants de cette prestigieuse formation. Le récit de Patricia Navarro. Depuis 2005, le campus de Sciences Po Menton accueille des étudiants internationaux qui viennent d'Europe, du Maghreb, des États-Unis ou d'Asie. Plus de 45 nationalités sont représentées dans un cadre de vie exceptionnel. Cette antenne délocalisée de Sciences Po dispense des cours en anglais, en français et en langue arabe pour de jeunes bacheliers. L'enseignement s'articule autour de matières qui permettent de mieux appréhender les enjeux politiques, économiques et sociaux des pays du pourtour méditerranéen, du Moyen-Orient et du Golfe. Les étudiants passent 2 années sur ce campus, ils font une 3e année à l'étranger et au terme de cette 3e année, ils rentrent en France pour faire leur programme de master sur le campus de Paris en 4e et en 5e année. La formation à Sciences Po sur ce campus est orientée ou est basée sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'ensemble des disciplines fondamentales de sciences sociales de Sciences Po, en fait les 5 grandes disciplines que sont l'histoire, la science politique, la sociologie, le droit et l'économie. Le deuxième grand pilier, c'est celui qui est spécifiquement lié aux enseignements qui traitent de la zone Moyen-Orient-Méditerranée. Et le troisième grand pilier, c'est celui des langues. Des bacheliers issus des lycées de la Principauté ont déjà intégré cette formation. Les passerelles avec Monaco sont nombreuses. Nos étudiants participent à des activités en Principauté. Ils se rendent notamment tous les mois aux conférences qui sont organisées par la Monaco Mediterranean Foundation, qui est en fait la branche monégasque de la fondation Anna Lindh. Ils participent donc à ces conférences qui sont souvent de très très bon niveau et qui les intéressent beaucoup. Ils ont des relations étroites avec leurs camarades de l'Université internationale de Monaco dans le cadre des sessions des Nations Unies qu'ils apprennent au fond, à imiter, ce qu'ils appellent les Model United Nations. Ces sessions se passent soit à Monaco, soit ici. En fait, il y a donc des échanges entre les étudiants des 2 universités, des 2 établissements. Et les étudiants de Monaco viennent participer ici à Sciences Po à une grande conférence annuelle organisée pour ce MUN qui a lieu généralement au mois de mars, je crois. Lors de sa visite dans les locaux de Sciences Po Menton, le prince Albert II a pu s'entretenir longuement avec les étudiants du campus, mais aussi des enseignants. Pour tous, la venue d'un chef d'État dans leur établissement a été une occasion unique de pouvoir avoir avec lui des échanges privilégiés. C'est un immense honneur pour nous car nous simulons des réunions de l'ONU où nous incarnons des chefs d'État et négociateurs internationaux. Alors la venue du prince Albert II lors de notre séance de travail ce matin a été un très bel encouragement pour chacun de nous et pour nous pousser à étudier encore plus précisément les relations internationales dans la perspective de rester connectés au plus près de la réalité et voir comment cela fonctionne. Très prochainement, des étudiants de Sciences Po Menton se rendront dans des établissements scolaires de la Principauté pour faire découvrir la formation qu'ils suivent. 2 possibilités d'intégrer ce cursus s'offrent aux bacheliers monégasques, sur dossier ou en passant un concours. Vous le savez, le 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. L'association Phyteds multiplie les initiatives. À cette occasion, ce jeudi était organisée pour la 3e fois en Principauté une grande opération de dépistage gratuit et anonyme. Un reportage de Patricia Navarro. Pour la première fois l'an passé, à l'initiative de la princesse Stéphanie et de l'association qu'elle préside, Phyteds Monaco, la Principauté accueillait sur le parvis de l'église Saint-Dévote une grande opération de test de dépistage du sida, totalement anonyme avec des résultats fiables obtenus en quelques minutes seulement. Un an plus tard, à quelques jours du 1er décembre, tous les bénévoles de Phyteds Monaco se sont mobilisés pour accueillir cette fois au jardin d'Apolline cette initiative baptisée Test in the City. C'est juste une petite piqûre sur le bout du doigt. Donc on prend une petite goutte de sang
qui va... Ça c'est surtout pour réactiver le flux sanguin, parce que comme il fait froid, on a les mains un petit peu froides. Donc vous voulez que je pique la droite, la gauche? Soit les personnes connaissent déjà l'information, viennent spontanément, soit elles sont interpellées dans la rue par des bénévoles qui leur expliquent et les invitent à venir se faire dépister. À ce moment-là, elles sont accueillies à un lieu pour les inscrire d'abord, où on leur explique comment ça se passe. Il y a un bénévole donc, formé au dépistage à cette technique spécifique. Pour après, on accompagne la personne qui veut se faire dépister dans un lieu confidentiel qui est fermé, soit dans le bus, soit dans une de nos tentes, où ça permet d'avoir un échange sur les comportements de la personne, à savoir si elle a pu avoir des pratiques à risque, si elle passe un test pour s'informer ou plus vraiment par rapport à une prise de risque. Ensuite, on pique, c'est juste une petite piqûre au bout du doigt. On a un petit appareil qui permet de filtrer, de voir si le test est négatif, si le résultat du test est négatif ou positif. Et là, on rediscute avec la personne. Les tests ont été pratiqués par des membres de l'association Fightheads, mais aussi des représentants de la Croix-Rouge monégasque. Tous ont bénéficié d'une formation spéciale, non seulement pratique, mais aussi psychologique, pour accompagner les personnes testées au moment de l'annonce du résultat. Très bien, on a eu beaucoup de jeunes, vu qu'on est situé juste à côté du lycée technique. C'est vrai qu'il y a énormément de jeunes qui sont venus. Certains connaissaient, d'autres non, donc c'était l'occasion pour nous de les sensibiliser sur le VIH. Et en effet, c'était très mouvementé. Il y a eu des heures de pointe, bien sûr, au moment de la sortie des cours, surtout entre midi et 2, là ça a été le rush. Et en fonction de leur emploi du temps, bien sûr, il y a des périodes où il y a beaucoup plus de monde. Mais au niveau de l'esplanade Honoré 2, il y a beaucoup de lycéens du fait qu'on est à côté du lycée technique. Donc c'est un test de dépistage VIH, anonyme et gratuit. Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire? Oui. Super. Alors le 224 pour le jeune homme, c'est vrai que voilà, c'est avec le sourire, la volonté, on leur dit que c'est une action, on n'est pas là, nous sommes des personnes neutres, qui les accueillons avec à boire, à manger, le sourire, voilà. Il n'y a aucune obligation, donc nous c'est avant tout la prévention. Nombreux sont ceux qui se sont présentés tout au long de la journée sous les tentes ou dans le camion de dépistage. Pour tous, la confidentialité et la rapidité des tests représentent une nouveauté qui les a incités à venir participer à l'opération. Oui, c'est très positif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait de ne pas aller à l'hôpital, c'est déjà une angoisse de moins pour certaines personnes. C'est quelque chose, il faut profiter de ce moment-là justement pour les gens qui seraient un petit peu plus stressés. C'est très très bien. Ouais. J'avais pas vraiment d'appréhension, mais vu que c'est vraiment rapide en fait, sur le moment on se dit mais en fait s'il faut c'est positif. Enfin, il n'y avait pas vraiment de risque, mais bon, on sait jamais quoi. Donc c'est vrai que sur le moment un petit peu, ouais. Sur cette seule journée, plus de 160 tests ont été pratiqués. Tous se sont révélés négatifs. Et toujours dans le cadre de cette journée internationale de lutte contre le sida, des ateliers étaient proposés aux élèves du lycée Albert Ier afin d'ouvrir le dialogue sur la maladie. Les détails dans ce reportage. Susciter auprès des jeunes des interrogations, de la réflexion et des échanges sur la thématique du VIH-Sida, voici la mission du programme de prévention et de lutte contre cette maladie. Depuis 2008, la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports travaille de concert avec le centre de dépistage anonyme et gratuit. Cette collaboration a donné naissance à des ateliers dédiés aux élèves de seconde. Chaque petit groupe d'élèves rencontre un personnel de santé, médecin ou infirmière, et ils dialoguent sur la problématique du VIH-Sida, sur les actions de prévention, comment on doit se protéger, et ainsi sur tout ce qui peut être en actualité sur l'épidémie, malheureusement, du sida, qui continue à évoluer. Je pense que ça fonctionne très très bien. C'est quelque chose dont ils ont besoin, puisque ce sont des moments privilégiés où ils peuvent discuter avec quelqu'un qui est compétent dans le domaine de la santé, sans tabou et sans jugement. Les élèves ont pu assister à des cours interactifs en groupe restreint afin d'instaurer un véritable dialogue. Naturellement, les filles et les garçons se sont séparés pour aborder plus facilement tous les aspects liés au virus du sida. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de monde qui sont atteints par le virus du sida et donc le VIH. Comme ça, les générations futures seront au courant et il y aura de moins en moins de maladies. Je trouve que c'est très utile et donc il faut en parler justement. En
En France, la situation est toujours très préoccupante avec 6500 cas de plus par an. On dénombre aujourd'hui environ 165 000 personnes atteintes du VIH/SIDA. En principauté, les chiffres semblent plus encourageants. Puisque nous parlons évidemment ici dans la principauté de Monaco, je dois vous dire que ce n'est pas du tout le cas à Monaco, puisque le nombre de séropositifs qu'on voit passer au CDAG est lilliputien. Dans la population monégasque, je vois beaucoup de gens séropositifs à la prison, puisque je vais aussi m'occuper des gens à la prison, on leur fait les tests et ensuite s'ils sont positifs je vais les voir, mais ce sont des gens qui ne sont pas d'ici dans 99% des cas et qui viennent des pays d'Europe de l'Est. Les élèves de terminale, quant à eux, assisteront aux après-midi du zapping. Cette manifestation aura lieu les 23 et 24 janvier prochains. Ce programme s'inscrit parfaitement dans les nombreuses actions de prévention menées auprès des lycéens tout au long de leur scolarité. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a désigné son nouveau chef d'orchestre invité. Il s'agit de Kazuki Yamada. Il sera présent 4 semaines par an à partir de la saison 2014-2015. José Sacré vous en dit plus. Il a déjà dirigé à plusieurs reprises l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à Monaco, mais aussi au Festival de Montpellier et à la Roque d'Enterron. Kazuki Yamada, 34 ans, est considéré comme l'un des plus talentueux jeunes chefs d'orchestre d'aujourd'hui. Désigné chef principal invité de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Kazuki Yamada, au cours d'une conférence de presse à l'Hôtel de Paris, a pu rencontrer des personnalités de la culture, de la presse et des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. La présidente du conseil d'administration de l'orchestre, Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, souhaite ouvrir l'orchestre vers la jeunesse, vers l'avenir. L'orchestre de Monte-Carlo, comme vous le savez, c'est solide par ses traditions, son passé prestigieux, mais c'est un orchestre également qui souhaite en permanence innover, aller vers l'avenir. C'est le sens d'invitation de jeunes chefs pour diriger notre orchestre et c'est le sens aujourd'hui de la désignation de maître Kazuki Yamada. Qu'est-ce que c'est un premier chef invité? Quel est son rôle? Son rôle est tout à fait particulier puisqu'il n'est pas le directeur musical de l'orchestre, mais en même temps c'est quelqu'un avec qui l'orchestre tisse des liens privilégiés puisqu'il le voit plusieurs fois. Vous savez, pour un musicien c'est important d'avoir l'occasion de développer une relation avec le chef d'orchestre. Le fait de l'inviter de façon récurrente et pour un temps assez long, finalement lui donne la possibilité de développer ses liens. Pourquoi ce choix de Maestro Yamada? Parce qu'il représente tout ce de quel on a besoin en ce moment. C'est-à-dire, un chef doit avoir aussi les caractéristiques pour recouvrir une place. Il y a aussi d'autres magnifiques jeunes chefs. Le choix de Yamada, c'est parce qu'il a toutes les caractéristiques de jeunesse, des compétences, des qualités, de patience, d'intelligence, de savoir-faire, tout ce qu'il faut en ce moment pour nous. Maestro Yamada, pourquoi avez-vous accepté ce poste de premier chef invité à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo? Je suis venue déjà en 2011 pour la première fois pour diriger cet orchestre et j'ai senti immédiatement un osmose formidable entre tous les musiciens de l'orchestre et moi-même. Vous savez sans doute qu'il y a très souvent des problèmes de compréhension entre le chef d'orchestre et les musiciens. Mais d'emblée, cette alchimie était parfaite et je me suis dit qu'on pourrait accéder à un niveau de musique, un très haut niveau de musique. Cet été, Kazuki Yamada dirigera 2 concerts au Palais Princier et à partir de la saison 2014-2015, il sera présent 4 semaines par an d'une manière intensive à Monaco. Il sera également associé aux tournées et aux enregistrements de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et toujours au chapitre musique, à l'occasion du Monte-Carlo Jazz Festival, John McLaughlin a ressuscité le Cheikh Band ce jeudi soir à la Salle Garnier. Le retour de ce groupe mythique des années 70 a ainsi provoqué une véritable magie de l'Orient qui a exercé son charme auprès du public venu nombreux. Parlons football à présent. L'AS Monaco reçoit Rennes ce samedi à 17 h au stade Louis II pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Fabien Bonnier a assisté à la conférence de presse d'avant-match.
Il n'était pas à l'entraînement mercredi et jeudi, et Claudio Ranieri l'a annoncé en conférence de presse, Falcao ne sera pas sur la feuille de match du prochain Monaco-Rennes. L'attaquant souffre d'une douleur à la cuisse, l'entraîneur préfère le préserver pour éventuellement être performant face à Nice à l'Alliance Riviera mardi prochain. En attendant, Monaco-Rennes, samedi 17h, que ce soit Rivière, Ocampos, Martial ou Germain, Claudio Ranieri ne dévoile pas sa feuille de match. L'entraîneur monégasque se méfie de cette équipe rennaise. C'est une bonne équipe qui a un bon joueur d'attaque, Emilio Macon et Bakayoko. C'est une bonne équipe. C'est étrange parce que quand on joue bien, c'est très difficile. Je l'ai dit à les joueurs que ce sera un match très difficile parce qu'ils vont à la contre-attaque très rapidement et avec beaucoup de bons joueurs. Quand on joue le ballon, quand on garde, quand on va rapidement à la contre-attaque. Donc, nous avons besoin de beaucoup de concentration. De la concentration, de la motivation et de l'esprit d'équipe, voilà de quoi auront besoin les joueurs monégasques pour ne pas revivre ce mauvais match nul lors de la dernière rencontre à domicile face à Evian en début novembre. L'ambiance dans le groupe est bonne. C'est vrai que l'on sortait d'une série de résultats qui ne nous satisfaisaient pas. Là, on a eu un bon résultat à Nantes avec une victoire à l'extérieur. Donc on espère continuer sur cette lancée. Samedi, on joue contre Rennes, qui est une très bonne équipe, qui joue bien, que ce soit en possession du ballon ou en contre-attaque. Donc c'est à nous de faire le maximum pour remporter ce match et continuer sur une bonne lancée. D'un côté, Monaco 3e, de l'autre, Rennes 11e. 11 points les séparent au classement du championnat de Ligue 1. Encore des chiffres, depuis 1932, sur les 37 confrontations, Monaco a remporté le duel 27 fois, 6 fois pour Rennes. Sur le papier, Monaco a l'avantage, ce qui ne veut absolument rien dire. On ne gagne pas un match avec des statistiques, mais avec des crampons. Monaco-Rennes, samedi 17h au Stade Louis II. Et avant de terminer ce journal, passons aux prévisions météo des prochains jours. Samedi, des nuages avec un vent plus frais au programme et des températures allant de 9 à 11 degrés. Dimanche, toujours un ciel assez nuageux et un thermomètre plutôt stationnaire. Lundi, début de semaine un peu plus ensoleillé avec toujours quelques nuages et un vent d'Italie assez fort. Et enfin, mardi, belle journée à prévoir avec une maximale de 15 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, direction Sospel pour retrouver un numéro de Monaco suivi de votre séance Coach You. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.